Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, ma solom la Agbono. Mina somi. Muna zo azomi. Muna ya zoko. Muna wa zodi mina zomi yo. Nou fwede we aton ene. Wa zofo yan Agbono gonde yo. Jo mina to. Depuis le 6 avril 2016, le Bénin a amorcé une nouvelle ère, celle d'une rupture profonde avec le passé pour un Bénin moderne, cité parmi les grandes nations du monde sous la conduite avisée et méticulée du président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Patrice Talon. Ces réformes, disais-je, ont touché tous les secteurs dans leur ensemble. Après 4 ans de mise en œuvre de ces innovations dans le sous-secteur des enseignements techniques, de la formation professionnelle, que pouvons-nous retenir de façon concrète? Quelles ont été les réelles ambitions du gouvernement dans la transformation de ce sous-secteur qui touche l'éducation? Ce sous-secteur, il faut le dire, où la formation technique et professionnelle reste une évidence et donc suivie de très près par le chef de l'État en personne. Avec le professeur Kako Maouyon en charge de ce sous-secteur, nous allons ensemble parcourir les chantiers, d'abord faire l'état des lieux dans ce sous-secteur, leur implication sur les enseignements secondaires, techniques et la formation professionnelle, et évoquer bien sûr les perspectives. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci bien. Et pour conduire ce débat, j'ai avec moi sur ce plateau Loris Davo de Eden TV. Loris, merci d'être avec nous. Théodule Onsa, je rappelle que vous êtes journaliste au sein du groupe de presse ETélé. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du temps des moissons qui aborde le secteur qui est le vôtre. Merci. Alors, la toute première question, monsieur le ministre, si vous le permettez déjà, quelles sont les ambitions du gouvernement pour les enseignements techniques et de la formation professionnelle? Merci bien. Je voudrais d'abord dire que le secteur de l'éducation, surtout l'école, est le lieu où l'on forme le capital humain, un capital humain qui est capable de construire le développement de son environnement. Sans donc la formation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que cette formation, qu'elle soit générale ou professionnelle, sans cette formation, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement, quel qu'il soit. Lorsque vous êtes dans le domaine de l'éducation, il ne s'agit pas d'improviser. Il faut planifier, organiser. Et tout cela se fait sous la bannière d'une vision, sous la bannière d'une ambition. Mais en 2016, lorsque le gouvernement s'installait, quel était l'état des lieux de l'école? Dans le processus dans lequel nous nous trouvons, le gouvernement a souhaité faire du secteur de l'éducation un levier pour transformer la structure économique. Et cela pour faire de notre pays une plateforme régionale d'excellence des services du savoir. Mais lorsque vous avez une telle ambition et que vous constatez que ce que vous avez en place au niveau, par exemple, des infrastructures, que ce sont des infrastructures complètement insuffisantes, obsolètes, ce qui a fait que nous avons imaginé dans notre pays un système que nous appelons les classes roulantes. Classes roulantes, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'élèves à la maison, tandis qu'il y a un autre au cours, et vice-versa.
ce qui fait que les apprentissages deviennent très difficiles. Oui. Donc, il y a insuffisance au niveau des infrastructures, au niveau même de la qualité de l'enseignement. Ce n'était pas ce qui était recommandé, parce que les programmes d'études sont complètement en déphasage avec ce que nous avons, parce que la plupart de ces programmes datent de 1990, en réalité. Au niveau de la gouvernance scolaire, ce n'était pas non plus ce qui était requis, parce que n'importe qui pouvait diriger n'importe quel établissement, même sans le profil. L'on faisait des nominations à la tête de nos établissements, ce qui ne pouvait donc pas induire une réelle performance. Vous comprenez que au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, les équipements étaient complètement absents, sinon complètement dépassés. Nous avons des équipements qui datent de 1953. Par exemple, un équipement qui permet de mesurer l'intensité de l'énergie, qui date de 1953. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec un tel équipement? Le profil des enseignants est complètement inadapté dans la plupart des ordres de l'enseignement. Au point que nous avons des vacataires, nous avons des reversés et nous avons une absence totale, surtout dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, de l'implication du secteur privé. Et vous savez que sans le secteur privé, il n'y a pas de formation professionnelle, parce que les professionnels, en réalité, c'est à ce niveau-là. Très bien, monsieur le ministre. Vous comprenez donc que lorsque vous avez un tel état des lieux, ce que vous devez avoir lorsque vous êtes dirigeant et que vous avez une ambition pour votre pays, c'est d'avoir le courage et la détermination. Le courage et la détermination de dire, il faut que je transforme mon pays. Quelles étaient les transformations qui ont été engagées, c'est-à-dire les réformes que vous avez engagées dans ce sous-secteur au regard de l'état des lieux que vous avez constaté? Au niveau, par exemple, des infrastructures, il y a eu dans le portefeuille de notre ministère, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, plusieurs projets, notamment 4, qui ont des rubriques de construction des infrastructures. Et vous savez que le gouvernement a mis en place une agence, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Avec cette agence et avec les projets que nous avons au niveau du ministère, nous avons construit plusieurs salles de classe. Nous avons construit en réalité 1232 modules de salles de classe entièrement équipés, ce qui fait 61 600 places assises que le gouvernement a pu offrir à nos concitoyens en 4 ans jusque-là. Et cela n'est pas petit. Nous avons construit des lycées techniques et professionnels, lycée technique et professionnel de Tchaourou, lycée technique et professionnel de Bopa. Mais nous avons, dans le portefeuille là maintenant, enclenché la construction de 4 lycées de référence. Je dis la construction de 4 lycées de référence. D'abord, nous avons la construction de lycée de Sodoromé au niveau du département du Zou, surtout pour la filière de BTP et la conduite d'engins de chantier. Le site est déjà remis et le démarrage a eu lieu déjà au niveau de la construction de ce lycée. Je parle bien de lycée de référence. Donc cela n'a rien à voir avec ce que nous avons jusque-là. La construction d'un autre lycée de référence, c'est à Lokossa. Le site est également déjà remis, les travaux ont commencé et cela, c'est surtout pour la filière des énergies renouvelables. Mais nous avons la réhabilitation de 2 autres lycées. Il y a le lycée de Kondéou qui est à Kpakpala. Nous avons déjà ce lycée, mais cela n'est plus aux normes en réalité. Donc le gouvernement a décidé de le réhabiliter et de l'étendre, surtout pour la filière de la maintenance automobile et donc de la mécatronique. Nous avons la réhabilitation et l'équipement complet du lycée technique agricole de Ina, où nous voulons installer la filière du machinisme agricole. En dehors de ces
4 lycées de référence, il faut préciser que nous avons la construction et la réhabilitation de 3 centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Dogbo, celui de Djougou et celui de Kouandé. Ce sont des centres qui seront réhabilités et qui seront construits entièrement et équipés, mais qui n'auront rien à voir avec ce qui existe actuellement. Toujours dans le cadre de la construction des infrastructures, il y a eu plusieurs blocs administratifs qui ont été construits dans la plupart des établissements. Il y a eu également plusieurs latrines. Je peux dire que nous avons pu construire 1500 latrines sur l'ensemble du territoire de nos établissements. Nous avons construit également des réfectoires dans la plupart des lycées. Nous avons construit des cuisines parce que, vous savez, nous avons des lycées où les enfants sont à l'internat. Cela nécessite la présence de cuisine complètement adaptée, ce que nous avons fait. Et nous avons construit également plusieurs linéaires de murs de clôture de la plupart de nos établissements parce que lors des examens, pour qu'un établissement puisse être retenu comme un centre d'examen, il faut que cet établissement-là soit complètement clôturé. Nous avons donc procédé à la construction de la clôture de plusieurs de nos établissements afin de les ériger au rang de centre de composition. Donc, vous voyez qu'au niveau de la construction des infrastructures, le gouvernement a fait un grand effort pour que nos établissements puissent être, disons, équipés. Que peut-on réellement, sinon concrètement, retenir de l'amélioration de la qualité de l'enseignement? Merci bien. Vous savez que l'école ou la formation, ce n'est pas seulement un lieu ou un cadre physique. Parce que lorsque vous avez les infrastructures et que vous n'avez pas les programmes d'études, si ces programmes d'études ne sont pas aux normes, vous ne pourrez rien atteindre comme résultat. Monsieur le ministre. Nous avons donc procédé à la révision et à la rédaction de plusieurs de nos programmes d'études afin de mieux les mettre en phase avec l'évolution des connaissances aujourd'hui. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le constat qui a été fait, c'est que la plupart de ces programmes-là ne sont plus en phase avec l'évolution aujourd'hui. Nous avons procédé à l'évaluation de notre système de l'approche par les compétences. Vous savez que notre système éducatif aujourd'hui, jusqu'au supérieur, est régi par le système de l'APC, approche par les compétences. Mais ça fait plusieurs années que nous sommes dans ce système-là. Et si le système éducatif n'est pas performant, il faut aller interroger ce système d'apprentissage. Ce que nous avons fait par 2 évaluations croisées pour savoir si c'est ce système de l'APC qui est inefficace ou si c'est la façon dont nous l'adaptons à nos réalités qui n'est pas du tout appréciée. Mais est-ce que c'est une des réformes phares? Absolument. Il s'agit d'une réforme fondamentale. Et lorsque nous avons fait ces 2 évaluations que nous avons croisées, nous avons constaté que le système de l'approche par les compétences est un système qui tient, mais seulement nous n'avons pas mis en place les dispositifs qu'il faut pour pouvoir réussir. Par exemple, les effectifs par classe, par exemple, la formation des formateurs eux-mêmes, parce que ceux-là qui doivent intervenir dans ce système-là n'ont pas le profil requis. Ce sont donc des enseignants qui ne sont pas adaptés pour le système éducatif. C'est cela qui a permis au gouvernement de lancer des différentes évaluations que vous avez constatées, l'évaluation des enseignants et la constitution d'une base de données pour ceux-là qui veulent aller dans le métier de l'enseignement. Et lorsque nous avons... Est-ce que vous avez atteint les objectifs sur ce plan que vous visiez? Je peux vous dire que nous avons atteint pleinement les objectifs. En ce sens que lorsque nous avons fait les évaluations, d'abord des enseignants, surtout ceux-là qui ont été reversés dans l'enseignement en 2008, nous avons obtenu certains qui ont pu s'élever au niveau du seuil de réussite. Il y a d'autres qui n'ont pas pu atteindre ce seuil de réussite. Ceux-là seront mis en formation systématiquement à partir de la rentrée prochaine. Et ceux-là qui ont pu atteindre le seuil de réussite, ils sont encore en situation de classe, mais il est prévu pour eux le renforcement des capacités par la direction de l'inspection pédagogique et de la qualité, de l'innovation également.
nous avons procédé, comme je viens de le dire, à la constitution d'une base de données de ceux-là qui veulent aller dans l'enseignement et qui ont eu des diplômes soit académiques, soit professionnels dans les matières qui sont enseignées au niveau du secondaire. Ceux-là ont été introduits dans la base de données et ont été déployés sur le terrain et sont actuellement gérés par l'ANPE. Mais à partir de l'année prochaine, ils ne seront plus gérés par l'ANPE, ils seront gérés par une agence de placement d'une partie du personnel enseignant non agent de l'État. Donc, ce sera donc une autre façon de gérer le personnel de notre système éducatif, mais également une façon de créer de l'emploi. Parce que cette année, c'est 15 875 enseignants que nous avons mis en situation de classe et avec qui le gouvernement a signé un contrat par l'intermédiaire de l'ANPE. Donc, à partir de l'année prochaine, ce sera presque autant, sinon encore un peu plus que ça. Nous avons procédé également à la création du corps des conseillers pédagogiques. Vous savez, en 2016, lorsque le gouvernement s'installait, il n'y avait que 499 conseillers pédagogiques sur toute l'étendue du territoire national, ce qui est complètement insuffisant. Ce qui a fait qu'il y avait certains départements, je dis départements, qui n'avaient qu'un seul conseiller pédagogique. Qu'est-ce que vous pouvez encadrer avec un seul conseiller pédagogique dans un département? Alors, ce que le gouvernement a fait à ce niveau-là, c'est de recruter et de mettre en formation 250 conseillers pédagogiques et de les mettre en situation de classe. Au niveau toujours du corps d'encadrement, par exemple les inspecteurs, en 2016, on n'avait que 61 inspecteurs en réalité, sur toute l'étendue du territoire national. Or, les inspecteurs, c'est le corps, c'est ceux-là qui sont dans le grade le plus élevé dans ce degré où nous sommes. C'est ceux-là qui encadrent les autres enseignants. Mais ils ne sont qu'en 2016, au nombre de 61. Le gouvernement a recruté et mis en formation 108 autres inspecteurs qui sont là, et nous avons actuellement en formation à l'École nationale de formation et d'encadrement du personnel de l'éducation nationale 50 autres élèves inspecteurs qui sont actuellement en formation. De quoi soulager les précédents et garantir davantage la qualité de l'enseignement. Absolument. Monsieur le ministre, on va poursuivre. Il n'y a pas eu que ces actions, Théodule Moussa, bien évidemment. Bien sûr, il n'y a pas eu que ces actions, mais dans la qualité, c'est-à-dire la gouvernance scolaire, qu'est-ce qui a été fait, monsieur le ministre? Parce que c'est là aussi, Maillon, un point important de votre sous-secteur. Voilà. L'état des lieux a montré que nos établissements étaient malheureusement dirigés par un personnel qui n'avait pas le profil qu'il faut. Parce qu'on nommait ceux que l'on voulait, là où l'on voulait. Mais à partir de 2016, le tout a changé et nous avons procédé à la nomination des responsables de l'administration scolaire en tenant compte de leur profil. Lorsque vous avez un établissement qui dispose des deux cycles, du premier cycle et du second cycle, c'est-à-dire de la 6e en classe de terminale, et que vous avez un enseignant qui n'a que le niveau de grade de A3 pour pouvoir diriger, alors que dans cet établissement enseignent des enseignants qui sont professeurs certifiés, vous ne pourrez pas avoir une efficacité. Ce que nous avons donc fait, c'est de procéder à la décharge de la plupart de presque tous ceux-là qui n'avaient pas le profil et qui géraient ces établissements et de nommer ceux qui avaient le profil. Nous procédons actuellement à la création du corps du personnel administratif de l'enseignement parce que ceux-là que nous avons nommés, même s'ils ont le profil pour pouvoir être à ces postes-là, ils n'ont pas appris à gérer un établissement. Gérer un établissement, c'est également une fonction, c'est un métier où il faut apprendre et avoir la maîtrise. Alors, ce que nous sommes actuellement en train de faire, et nous sommes déjà très avancés, effectivement, c'est un management. Oui. Nous sommes déjà très avancés dans la création du corps du personnel administratif scolaire. C'est de créer ce corps-là, ainsi on peut être enseignant comme on peut être non-enseignant. Lorsqu'on passe le concours et qu'on est reçu, on va subir une formation à l'École nationale de formation du personnel et d'encadrement du personnel de l'éducation nationale pour 2 ou 3 ans. Cela dépendra des curricula. Et l'on sort pour être administrateur de
du personnel. Alors là, la direction ou la gestion des établissements scolaires ne sera plus à l'apanage ou ne sera plus définie par la proximité ou la couleur politique et autres. Pas du tout, justement. Il faudra maintenant, tout ceci sera défini par la capacité et bien évidemment la formation. La formation et lorsque vous avez le diplôme pour pouvoir diriger un établissement, vous serez appelé par un appel à candidature et vous allez être retenu pour exercer. Et ce sera très bien. Très bien. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a assez de communication autour de ce volet-là? Parce que certainement beaucoup ne savent pas qu'il y a beaucoup d'enseignants, ou en tout cas ne savent pas que le gouvernement ou votre sous-secteur est en train de faire ce travail, de fond. Oui, à partir du moment où le processus n'est pas encore arrivé à terme. Parce que nous sommes en train de... Vous savez, pour créer un corps, il y a tout un processus. Et ce n'est pas seulement notre ministère qui est en jeu. Il y a le ministère de la fonction publique qui est en jeu et le ministère de l'économie et des finances également qui est en jeu. Donc, ces trois ministères-là sont actuellement en train de travailler. Le profil est déjà défini. Il s'agit maintenant de régler les questions financières et puis nous allons officiellement à la création du corps et nous lançons le processus de recrutement pour les mettre en formation. Sans oublier que le CNE aussi aura son mot à dire. Absolument. Le Conseil national de l'éducation, c'est la superstructure au niveau de l'éducation aujourd'hui qui prend les décisions, qui fait l'orientation et qui donne son avis sur toutes les questions relatives à l'éducation nationale. C'est une structure, disons, qu'il est heureux aujourd'hui de constater. Parce que beaucoup craignent des conflits d'attribution entre votre ministère peut-être. Non, toutes ces questions-là sont déjà réglées. Et ceux qui sont impliqués savent déjà ce à quoi s'en tenir. Cela est une très bonne chose parce que lorsque le Conseil national de l'éducation donne son avis, l'avis s'impose et on est obligé de respecter cela. Parce que c'est ce conseil-là qui oriente et qui coordonne et qui prend les décisions, la plupart des décisions. Et le chef de l'État y accorde du prix. Absolument. C'est une grande réforme au niveau du système éducatif. Parce que vous savez, nombreux sont ceux-là qui ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans ces fonctions-ci et qu'il est question, par exemple, de faire les mutations ou les nominations, vous recevez beaucoup de pression. Beaucoup de pression, des pressions de toutes parts. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du Conseil national de l'éducation, tout cela va s'estomper. Parce que tout sera fait sur le plan des normes et le respect des normes sera vérifié par le Conseil national de l'éducation et plus personne ne pourra rien dire. Vous allez voir dans quelques années que notre système éducatif sera vraiment exemplaire. En tout cas, merci Monsieur le ministre pour ces rassurantes précisions inhérentes à l'instauration du CNE, le Conseil national de l'éducation. Les réformes dans votre secteur, Monsieur le ministre, n'ont pas épargné un point essentiel. Les TIC sont au cœur du développement de nos jours et vous y accordez du prix dans vos différentes réformes. Le gouvernement également l'a ainsi compris. Vous savez que le secteur du numérique est considéré aujourd'hui comme étant une révolution, comme nous en avons connu dans d'autres domaines. Et cette révolution qui est transversale à tous les secteurs, vous ne pouvez pas, surtout au niveau du secteur de l'éducation, vous ne pouvez pas être à ce niveau-là et ne pas utiliser le numérique aujourd'hui. Le numérique comme étant matière d'enseignement, mais le numérique comme étant également l'élément pour gouverner ce sous-secteur. C'est pour cela que le gouvernement attache un prix important. Aujourd'hui, nous avons créé au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, une plateforme numérique que nous appelons EducMaster. C'est notre système informatique de gestion de l'éducation. Cette plateforme nous permet aujourd'hui de savoir, là où je suis, tout ce qui se passe dans la plupart des collèges de notre pays.
le nombre d'enseignants que nous avons, quel est le statut de chacun de ces enseignants, les enseignants qui ne sont pas allés au cours aujourd'hui, parce que sur cette plateforme-là, on a importé l'emploi du temps de presque tous les enseignants de notre pays. Il y a une mise à jour quotidienne alors. Nous avons une équipe permanente qui procède à la mise à jour quotidienne. C'est-à-dire que cette plateforme est utilisée aussi bien par le secteur du public que par celui du privé. Parce que les privés ont eu pour obligation de s'inscrire sur cette plateforme-là, ce qui va faire que nous n'aurons plus des établissements clandestins, parce que pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme, il faut mettre l'acte, les références de l'acte qui a créé l'établissement, et il faut aussi mettre les références de l'acte qui crée les différentes classes. Vous savez que il y a des extensions qui se font chaque année au niveau des établissements. Oui, il y a certains établissements qui n'ont pas l'autorisation pour créer, par exemple, une classe de 3e ou une classe de telle série, mais ils le font parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus le faire. Et nous avons procédé cette année à la vérification des élèves, parce que à la fin de l'année, il y a certains élèves qui ne passent pas en classe supérieure, mais avec la complicité de certains enseignants ou de certains membres de l'administration ou même de leurs propres parents, ils se font établir de faux numéros et ils passent en classe supérieure. Avec ce système EducMaster, aujourd'hui, nous avons pu les déloger et nous avons donné des demandes d'explication à ceux-là qui ont permis à ces élèves d'avoir de faux bulletins. Et s'ils sont enseignants, s'ils ne sont pas enseignants, nous portons plainte contre eux et les élèves eux-mêmes qui sont impliqués là-dedans, nous les avons rétrogradés. Très bien. Donc, il y a ce système-là. Et avec le ministère du numérique, nous travaillons énormément dans le système éducatif en créant au niveau des établissements de tous les départements. Le gouvernement a construit une salle numérique, multimédia dans un établissement des 12 départements. Et cette année, dans le PTA de ce ministère-là, ministère du numérique, il y a la construction de 2 salles numériques en plus de celles que nous avons eues l'année dernière dans chacun des 12 départements, ce qui va faire 24 salles qu'on va construire cette année, plus les 12 de l'année dernière. Et cette construction est une construction complète, équipée et réellement technologique et numérique. Et vous comprenez qu'avec ce système-là, nous avançons. Et nous avons postulé, et je vais vous en parler peut-être un peu plus amplement tout à l'heure, dans le sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, nous avons postulé qu'il n'y aura pas de formation sans le numérique. C'est-à-dire que le numérique sera une matière enseignée et le numérique permettra également d'enseigner. C'est une grande révolution. Ça fait partie certainement de la stratégie nationale par rapport à l'enseignement technique et professionnel. Nous allons en parler. Monsieur le ministre, en février dernier, vous avez organisé une table ronde pour la recherche de partenariats. Et là, le chef de l'État a suivi ça de très près. Alors, à quelle conclusion en êtes-vous arrivé? Quelles sont les perspectives? Oui, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que lorsque le gouvernement s'est installé, il a fait l'état des lieux. Et cet état des lieux-là, surtout dans le sous-secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, a un visage complètement désolant. Or, la formation professionnelle est le secteur qui fait le développement. La plupart des grandes nations que nous avons dans le monde aujourd'hui sont allées vers la formation professionnelle. Et c'est cette ambition que le gouvernement a. Et cela n'a pas été fondé par un hasard. Nous sommes partis de la plupart des tests d'orientation ou des documents d'orientation et des documents de stratégie. Par exemple, le programme d'action du gouvernement, le plan national de développement, le programme national de croissance pour le développement durable, et nous avons tenu également compte du plan sectoriel pour l'éducation post-2015. Et avec cela, le gouvernement a
demandé l'élaboration d'une stratégie. Cette stratégie a été élaborée de concert avec la plupart des partenaires techniques et financiers et aussi avec la plupart des acteurs du système éducatif. Et en juillet 2019, nous sommes allés d'abord à une table ronde technique pour montrer ce document-là, pour que le document puisse être apprécié par la plupart de ces acteurs. Les observations ont été faites et ont été prises en compte et le document a été soumis au gouvernement qui l'a adopté. Et après, et c'est à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure, en février donc dernier, nous sommes allés à une table ronde pour la recherche de partenariat, pour la mise en œuvre de cette stratégie. Nous avons eu un plein succès à cette table ronde-là parce que la plupart des partenaires techniques et financiers se sont engagés. Ils se sont engagés à plus de 107%. Donc, au-delà de nos attentes même. Or, tous ne se sont pas encore prononcés. Et le gouvernement a adopté un projet pour mettre en œuvre cette stratégie-là. Donc, nous sommes en plein dans cette stratégie. Mais ce que postule cette stratégie, c'est quoi? C'est que la formation qu'il y aura dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, cette formation-là sera faite de commun accord avec le secteur privé. Il n'y aura plus de formation, disons, improvisée. C'est ce que le marché du travail demande qui sera fait. Et également, le secteur privé va s'impliquer dans la formation sur le plan de la gouvernance administrative, sur le plan de la gouvernance pédagogique et sur le plan de la gouvernance financière. Ensuite, la stratégie a prévu la construction de grands lycées. J'ai parlé tout à l'heure de 4 lycées de référence. Bien sûr. Ensuite, il y aura des lycées d'excellence et des lycées thématiques dans la plupart de nos départements. Et à partir de septembre prochain, il y aura une vague d'enseignants qui iront en formation initiale. C'est-à-dire quoi? Nous avons constaté que les formateurs que nous avons à ce niveau-là ne sont plus au goût du jour parce que ils ne vont plus dans les entreprises et ils n'ont plus les réflexes qu'il faut pour pouvoir enseigner. Donc ils ne sont pas au pas de la nouvelle Ils ne sont pas au technologie, pas. Donc nous avons prévu là, et ça va venir au mois prochain, l'évaluation, comme nous l'avons fait dans l'enseignement secondaire général, nous avons prévu l'évaluation de la plupart des enseignants et formateurs qui interviennent dans ce sous-secteur et nous avons prévu également la constitution d'une base de données de compétences dans ce sous-secteur. Et c'est dans la base de données de compétences que nous allons puiser maintenant pour envoyer, selon les besoins, ceux-là qui devront aller en formation initiale complète, mais aux frais de l'État. Et là, c'est une nouvelle filière que vous voulez créer? C'est complètement... c'est pas seulement une nouvelle filière, c'est dans plusieurs filières. Les filières qui sont les filières prioritaires dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Donc, vous comprenez que c'est une réelle révolution que postule cette stratégie-là. Disons que le Bénin est l'un des rares pays dans notre sous-région à se doter d'une stratégie pour la relance et la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Donc, la structure qui doit gérer et mettre en place cette stratégie est déjà au point et nous avons déjà démarré, je peux vous dire, et c'est complètement rassurant et nous pouvons en être fiers. Monsieur le ministre, à ce niveau d'investissement du côté, dans l'aile, je veux dire, de la formation technique, de la formation professionnelle aussi, est-ce que cette stratégie tant prisée par votre secteur d'activité ne fera pas écran à l'enseignement général? Oui, c'est ce que l'on pourrait croire. Parce que vous semblez investir davantage de l'autre côté. Oui. Lorsque vous prenez aujourd'hui notre système éducatif et que vous prenez 100 élèves, vous constatez que les 70% de ces élèves-là sont dans l'enseignement secondaire général. Et presque rien de l'autre côté. Oui, voilà. Parce que la mentalité qui nous a été inculquée, je peux dire, c'est de faire des akawé. Et pour être accordé là, il faut aller dans l'enseignement secondaire général pour aller chercher des diplômes. Et c'est lorsque l'on a échoué de ce côté-là que l'on vient par dépit dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le gouvernement veut inverser cette tendance-là maintenant. Veut inverser cette tendance en donnant la priorité à l'enseignement et la formation technique et professionnelle et en
investissant là-dedans. Mais cela ne signifie pas que le secteur le sous-secteur de l'enseignement secondaire général va être délaissé. Non, nous avons plusieurs projets à ce niveau-là au point d'aller vers une stratégie globale de l'enseignement secondaire général. Nous avons par exemple le projet du modèle de collège. Aujourd'hui, lorsque nous disons... Qu'est-ce que c'est le modèle de collège? Merci. Oui. Aujourd'hui, lorsque nous disons un collège, nous avons le premier cycle et nous avons le second cycle. C'est-à-dire le collège pour nous aujourd'hui, ça part de la 6e jusqu'en classe de terminale. Oui. Est-ce que dans le cadre de l'éducation de base, nous avons postulé aujourd'hui et nous avons signé cela, que l'éducation de base chez nous, cela va selon, et cela, c'est cela qui est dans le plan sectoriel de l'éducation post-2015, que cela va de la maternelle jusqu'en classe de 3e. Donc, les enfants, lorsqu'ils commencent l'école, ils doivent aller au moins jusqu'en classe de 3e avant de s'arrêter. Mais le collège, lui, ne s'arrête pas en classe de 3e, mais il continue jusqu'en classe de terminale. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut continuer de procéder? Donc, il y a ce projet, cette réforme du modèle de collège où nous allons certainement revenir au collège en fonction de l'éducation de base et avoir les lycées à part. Mais lorsque vous êtes dans ce système-là, il faut réécrire les curricula. Donc, il faut que nous ayons un socle commun de compétences, de connaissances et de culture. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qui est le minimum qu'ils doivent savoir avant de quitter l'école? C'est cela le socle commun de connaissances que tous les élèves doivent avoir. Donc, il faut que nous puissions mettre en œuvre cela. Le socle commun de connaissances, nous l'avons déjà rédigé et cela va être mise en application. C'est une grande réforme à ce niveau-là. Et maintenant, dans la perspective de la stratégie nationale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, il faut constater que nos apprenants qui vont dans ce sous-secteur n'ont pas le niveau de culture générale approprié. Il faut donc leur donner une formation assez dosée pour que lorsqu'ils vont sortir de leur apprentissage, qu'ils aient cette culture générale. Nous postulons donc que nous pouvons aller jusqu'en classe de terminale avec l'éducation de base à ce niveau-là. Et en dehors du socle commun de compétences, et toujours dans cette perspective, nous avons mis en place le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Vous savez que dans les établissements scolaires, nous avons hebdomadairement les animations pédagogiques. C'est un creuset où les enseignants de la même discipline peuvent échanger entre eux et améliorer leurs prestations. Mais aujourd'hui, nous avons élaboré une stratégie, un système autour de cela, au point que les inspecteurs aujourd'hui ne quittent plus le niveau central qui est par exemple Cotonou pour aller dans les départements. Nous avons installé au niveau de chacune de nos directions départementales des inspections pédagogiques déléguées, où il y a l'inspecteur pédagogique délégué, autour de lui il y a un pool d'inspecteurs. Et c'est à ce niveau-là qu'eux ils quittent pour aller dans les communes et aller dans les établissements. Donc c'est un réseau d'encadrement et d'animation pédagogique que nous avons pu installer. Nous sommes actuellement également en train d'élaborer la carte scolaire. Parce que lorsque vous pilotez un système éducatif et que vous n'avez pas la carte scolaire, vous ne pourrez rien faire. Cette carte scolaire n'existait presque pas. Donc nous sommes actuellement en train de l'élaborer. Et lorsque vous mettez toutes ces réformes ensemble, nous avons déjà une stratégie qui est à ce niveau-là. Nous sommes actuellement en train de travailler pour harmoniser ces réformes-là et les orienter dans le cadre d'un système pour que telle réforme puisse regarder telle autre réforme, puisse dépendre également de telle autre réforme pour que nous ayons un système pour la stratégie de l'enseignement secondaire général. Alors, Monsieur le ministre, merci de répondre à toutes ces questions, de passer ce temps des moissons avec nous. Mais il y a aussi une autre réforme, il faut que je vous en parle. Monsieur le ministre. Mais vous, par exemple, vous avez fait de la 6e jusqu'en terminale et vous avez appris l'anglais, n'est-ce pas? La 6e jusqu'en terminale. Mais je parie que vous ne pouvez pas, grâce à cette formation-là, vous exprimez correctement en anglais. Anglais assuré pour avoir les notes et pour pouvoir passer en classe supérieure. Et c'est terminé. Alors que nous passons cette année à l'école pour apprendre une langue.
Et à la fin, nous n'arrivons pas à nous exprimer dans cette langue-là. Cela signifie quoi? Que notre système, notre façon d'enseigner cette langue-là est complètement inefficace. Il faut revoir ça. Nous sommes actuellement dans cette réforme-là également, la réforme de l'enseignement de l'anglais. Et vous avez aussi constaté que les séries scientifiques sont complètement désaffectées aujourd'hui, au niveau des enseignants et au niveau des apprenants. Les apprenants aussi, oui. Or, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans aller dans la science? Vous ne pouvez rien faire sans aller dans la science. Nous avons au niveau de notre sous-secteur de l'enseignement secondaire général la réforme des sciences, ce que nous appelons le plan science, pour savoir ce qu'il faut faire et comment redonner la motivation aussi bien aux enseignants qu'aux élèves. Oui, monsieur le ministre, pour que en quoi faisons précisément? Le plan science postule que les sciences doivent être priorisées. Et si les sciences doivent être priorisées, il faut former les enseignants à cet effet. Avant de former les enseignants à cet effet, il faut élaborer les curricula. Il faut élaborer les curricula. Mais ceux-là qui sont formés, qui sont les enseignants, ils sont formés dans les écoles normales supérieures. Oui. Quel est le statut aujourd'hui de nos écoles normales supérieures? Quels sont ceux-là qui enseignent dans les écoles normales supérieures? Et quel est le programme qui est appliqué dans les écoles normales supérieures? Nous allons donc vers toutes ces réformes-là au niveau du plan sciences. Et c'est après que nous verrons au niveau de ces enseignants-là s'il faut les maintenir dans la monovalence de l'enseignement ou dans la multivalence ou dans la bivalence de ces enseignements-là. C'est vrai, vous avez en charge ce ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, mais également, vous savez, l'alphabétisation constitue aussi un point d'attraction dans vos actions. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là, 4 ans après? L'alphabétisation est l'un des programmes de notre portefeuille. Et vous savez, quand on parle de l'alphabétisation, on voit immédiatement le fait de faire savoir lire, écrire et compter dans nos langues nationales. Aujourd'hui, quelle est réellement la pertinence de cette perception-là? Parce qu'il faut aller et il faut aller vite aujourd'hui. Nous voulons développer notre nation et développer notre nation à partir de nos langues. Forcément. Mais si nous devons développer notre nation à partir de nos langues, il faut que nos langues puissent servir à nos activités économiques. C'est pour cela que le gouvernement a opté pour l'alphabétisation fonctionnelle. Ceux-là qui sont dans les activités économiques et qui ne sont pas allés à l'école formelle, nous avons pour eux, au niveau de nos différents programmes, l'éducation alternative, où ils peuvent apprendre les langues nationales en application à leurs activités économiques. Donc, l'apprentissage des langues est à ce niveau-là une plurilingue, c'est-à-dire on apprend à parler les langues nationales ou à parler le français à celui-là, par exemple, qui est un menuisier qui peut utiliser sa langue nationale dans l'exercice de sa fonction ou qui peut utiliser le français dans l'exercice de sa fonction. Ainsi, la langue ou l'alphabétisation lui permet de rendre plus efficace et de mieux comprendre ce qu'il est en train d'exercer comme activité économique. Donc, nous sommes actuellement dans l'éducation, dans l'alphabétisation fonctionnelle. Et nous avons, dans la plupart dans presque tous les départements de notre pays, nous avons installé cela. Les guides ont été rédigés, les coordonnateurs sont formés à ce niveau-là et chaque année, nous allons en campagne pour cette alphabétisation fonctionnelle. Mais est-ce que là, vous avez le suivi de façon concrète? Il y a le suivi qui est là. Quelle réponse avons-nous par rapport à la formation dans l'alphabétisation de tout ce monde que vous avez cité? La réponse, disons qu'il y a un grand engouement à ce niveau-là pour ceux qui sont formés. Il y a d'abord les opérateurs privés d'alphabétisation qui sont dans l'engouement, parce qu'ils sont contents d'être impliqués dans cette formation-là, puisque eux-mêmes, ils sont formés. Et ensuite, ceux-là qui sont formés, ils ont de l'engouement, parce que c'est un processus, c'est comme des classes où ils passent d'un cycle à un autre. Et dans chaque cycle, il y a des niveaux donnés. Okay. Donc, nous procédons à cela et nous organisons à la fin des évaluations annuelles pour pouvoir les libérer en réalité. Donc, c'est un processus qui est en cours. Et au niveau du budget de notre ministère, il est
réservé un budget subséquent à cet effet pour que l'alphabétisation fonctionnelle puisse réaliser. C'est et intéressant, Monsieur le ministre, parce que cela permet à l'État de ne plus laisser aucune couche de la société en rade. L'un des slogans, c'est « Ne laissez personne de côté ». Ne laissez personne de côté. Que cette personne aille dans la formation formelle ou dans les éducations alternatives, il faut toujours les récupérer. C'est pour cela que le cursus de formation qui existe propose la voie formelle technologique, la voie formelle professionnelle et aussi la voie des éducations alternatives. Et vous pouvez entrer par la voie des éducations alternatives et retrouver la voie formelle selon les passerelles qui ont été créées à ce niveau-là. Monsieur le ministre, on remonte encore aux réformes sur l'anglais, puisque c'est difficile à comprendre que l'on puisse exceller sur les bancs au collège, avoir de très belles notes, mais qu'on ne puisse pas tenir 2 minutes en anglais, de conversation en anglais, je veux dire. Quelles sont les réformes dans ce sens-ci? Ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de savoir si l'anglais doit être considéré comme une discipline ou comme la langue de l'enseignement. Est-ce que ça va être considéré comme une discipline ou comme la langue de l'enseignement? Parce que, considéré comme discipline qui est enseignée, nous avons des élèves qui obtiennent de très bonnes notes pour passer d'une classe à une autre, mais quand ils sortent, ils n'arrivent pas à parler la langue. Alors qu'une langue est destinée pour être parlée. Lorsque vous ne la parlez pas, vous ne la maîtrisez pas. Par conséquent, c'est une profonde réforme. Cela nécessite d'abord une autre conception de l'enseignement de cette discipline-là et aussi la formation des formateurs, puisque les enseignants que nous avons là ne peuvent pas continuer de le faire sans être recyclés eux-mêmes sur la base du nouveau concept que nous allons créer à ce niveau-là. Et lorsque nous aurons réellement décidé du nouveau concept, nous allons réécrire les curricula, nous allons former les enseignants à cet effet et nous allons démarrer et vous allez voir que nos enfants vont commencer à parler l'anglais. Et vous savez déjà qu'il y a l'introduction de l'anglais au primaire déjà qui existe et le gouvernement a opté pour cela et cela se fait. Ok. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, ce sous-secteur dont vous avez la charge, quels sont les défis et les perspectives? L'école est quelque chose de très important et de très fondamental dans la construction d'une nation et dans la construction du développement d'une nation. C'est pour cela que le gouvernement accorde une place importante à tout ce qui est éducation dans notre pays. Les défis que nous avons à relever aujourd'hui au niveau du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, c'est d'abord de réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la relance et la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous avons déduit de cette stratégie pour vite aller dans l'application un plan d'urgence. Ce plan d'urgence est déjà en application. Donc, il faut que nous arrivions à réussir la mise en application de cette stratégie et également l'organisation de la stratégie de l'enseignement secondaire général au niveau de toutes les réformes que nous avons prévues à ce niveau-là. Ce sont là donc les défis majeurs de notre action au niveau de ce sous-secteur. Votre mot de fin? Nous sommes dans le temps de l'espérance. Très bien, merci. Parce que les actions ont commencé à produire. La semence donne déjà la germination. Nous devons être confiants et nous dire, nous devons continuer chaque jour davantage et à aller plus loin. Donc, au niveau du secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, c'est de poser chaque jour des actes et des pas pour aller davantage plus loin. Merci. Parce que sans l'école, nous ne pouvons pas exister. Très bien. Merci, professeur Marion Capot. Je rappelle que vous êtes le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était le temps des moissons, 4 ans du gouvernement de la rupture. Merci, encore 1 an, et on reviendra faire le bilan, voir si
les promesses ont été tenues. Merci, Merci, Monsieur le ministre. Merci.